BFM Bourse, l'écho du monde. Avec Gilles Moin qui est avec nous au téléphone, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous aujourd'hui sur BFM Business. D'abord, je vais vous demander, comme à chacun de nos intervenants, bien sûr, votre commentaire sur ce chiffre assez incroyable qui est tombé tout à l'heure aux États-Unis. 4,3% de croissance au troisième trimestre en rythme annualisé. Première estimation qui arrive un petit peu de retard, bien sûr, du fait de la paralysie budgétaire. Comment est-ce que vous l'avez accueilli, vous, ce chiffre, Gilles, personnellement ? C'est une surprise, effectivement, puisque le consensus était plutôt aux alentours de 3%, ce qui déjà aurait été un très bon chiffre. Et quand on essaie de regarder un peu les détails, ce qui est vraiment frappant au troisième trimestre, c'est la très forte progression de la consommation des ménages, alors même que, d'ailleurs, on a un indicateur de confiance qui vient de tomber juste après. La confiance des ménages aux États-Unis n'est pas bien orientée. On a quand même une accélération de l'inflation qui normalement devrait éroder le pouvoir d'achat et ça ne semble pas avoir du tout d'impact sur la dépense. Et il est possible, alors il faudra regarder ça plus précisément quand on aura davantage de détails, mais que ce qui soit à l'œuvre aux États-Unis, c'est une dépense en fait très polarisée avec les personnes qui sont plutôt dans les tranches aisées de la population qui dépensent beaucoup. On a une très forte consommation dans tout ce qui est récréatif, entre guillemets, alors que les choses sont plus compliquées pour les personnes moins bien loties. Et ça expliquerait pourquoi on a ce décalage entre une confiance des ménages moyenne, encore une fois, qui est assez déprimée quand même aux États-Unis, et cette consommation, cette dépense qui reste extraordinairement forte. Antoine Larigauderie, une question pour vous, Gilles. Oui, c'est vrai, je regarde mes tablettes. Il ne faut pas oublier qu'au premier trimestre, la croissance, elle était en baisse, moins 0,6%. Ensuite 3,8%, ensuite 4,3%. Il faudrait qu'il y ait un indice de volatilité sur la croissance américaine en ce moment, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Non, Gilles, plus sérieusement, on se retrouve avec une inflation toujours du côté des 3%, un petit peu moins en données PCE. Une croissance de 4,3%, qu'il faudra peut-être décortiquer et peut-être relativiser à un moment donné. Enfin, globalement, plus personne ne peut défendre une politique monétaire souple. Pour la Fed, c'est plus possible. Sauf que le marché du travail ne va pas bien. Et c'est ça le problème. C'est ça le terme dans l'équation qu'on a un peu du mal à comprendre. Sauf à regarder ce qui se passe dans la contribution sectorielle. Parce que ce que vous mentionnez sur la très grande volatilité du PIB américain depuis le début de l'année, ça, pour une fois, en général, j'aime pas ça. Mais là, pour le coup, j'aime bien regarder le PIB américain en glissement annuel. C'est-à-dire regarder son niveau du T3 à 2025 par rapport au T3 2024. Là, on a une croissance quand même plus modérée, on est à 2,3%, et à l'intérieur de cette croissance de 2,3%, on a 0,8% qui ne vient que du secteur des hautes technologies. Autrement dit, hors IT, on est à 1,5%, ce qui est en deçà du taux de croissance tendancielle de l'économie américaine. Et on sait par ailleurs que l'IT, en ce moment, ne crée pas d'emplois, elle en détruit même. Donc là, c'est là qu'il y a une difficulté pour la Fed. On a une croissance du PIB qui effectivement est très forte, un peu moins quand on essaie de corriger de la volatilité, mais une très grande part de cette croissance vient d'un seul secteur de l'économie qui, par ailleurs, ne contribue pas à des créations d'emplois. Donc ça reste quand même, ça ouvre toujours le champ pour une politique monétaire qui ne serait pas accommodante, au sens où moi je ne crois pas du tout que la Fed amènera ses taux directeurs en territoire vraiment accommodant, en dessous de 3%, mais qu'on continue à réduire le niveau de restriction de la politique monétaire, compte tenu de ce qui se passe sur le marché du travail, oui, probablement. C'est-à-dire, vous dites trop de dépendance à la tech et à l'IA. Bon, c'est un débat qui n'est pas nouveau, qu'on a depuis maintenant un certain temps. Est-ce qu'il peut y avoir un moment de vérité, en l'occurrence, pour les marchés financiers en 2026 ? Pourquoi pas, Gilles ? Qu'est-ce qui sera pour vous le juge de paix dans cette histoire et à quelle échéance ? Peut-être une question sans réponse, mais je vous la pose. Pour moi, le juge de paix, il est vraiment sur le marché du travail. C'est-à-dire que là, on accumule mois après mois des données quand même assez inquiétantes sur la situation de l'emploi dans le secteur de la tech, qui normalement devrait bien se porter. Si on continue comme ça et qu'on est au milieu de l'année 2026 sans reprise du marché de l'emploi, là je pense que des gens comme Chris Waller à la Fed ex post auront raison. C'est-à-dire qu'il faut regarder au-delà des chiffres de croissance, s'intéresser à ce qui se passe sur le marché du travail, parce que c'est ça qui, à la fin, déterminera le rythme de l'inflation. Bon, chiffre, Allez-y, Gilles. Oui, pardon, je vous ai interrompu, oui. Non, mais c'est ça la clé de l'affaire. On peut avoir une croissance très forte
sans avoir les créations d'emplois qu'on devrait voir. Oui. Et ça peut toujours amener la Fed à réduire la voilure. D'un mot, parce que ça sera aussi un des rendez-vous de janvier, peut-être février, c'est la décision de la Cour suprême sur les droits de douane. Qu'est-ce que vous attendez, Gilles? Enfin, question sans réponse là aussi, bien sûr. Et qu'est-ce qui pourrait être envisagé selon que la Cour suprême dise oui ou non à Trump sur ce dossier ô combien primordial? Je commence à penser que Donald Trump a peut-être intérêt ou peut-être envie que la Cour suprême lui dise qu'il faut revoir la copie. Ouais. Parce qu'on sent depuis quelques mois, on a vu une multiplication des exemptions sur les tarifs qui avaient été mis en place depuis le printemps. On sent que Donald Trump prête de plus en plus attention à toute cette question du pouvoir d'achat. Et donc, si la Cour suprême en venait à sanctionner finalement les décisions du printemps, ça donnerait l'occasion à la Maison-Blanche de revoir un peu toute la copie sur les droits de douane et peut-être d'arriver à des droits de douane moyens un peu plus faibles. Je me demande si, dans la perspective des élections midterm en novembre de l'année prochaine, ça ne serait pas tactiquement quelque chose que la Maison-Blanche regarderait avec intérêt. C'est peut-être ce que Trump joue, effectivement, on aura la réponse dans les prochaines semaines. Puis on a beaucoup parlé des États-Unis, il nous reste 1 ou 2 minutes. Gilles, je voulais quand même avoir votre sentiment sur la zone euro. Est-ce que vous dites 2026 ? Alors j'ai l'impression que c'est le sujet tarte à la crème et la question qu'on pose tous les ans. Est-ce que 2026 verra la zone euro peut-être se réveiller, être plus vaillante et plus coopérative, plus de coopération peut-être entre ses membres face aux diverses menaces qui la guettent aujourd'hui finalement? Déjà, on finit l'année quand même sur un accord en s'agissant du financement de l'Ukraine. Ouais. C'était quand même un test important. Ouais. Et là, j'ai envie de dire qu'importe le nom du cheval pour du moment qu'il nous amène au prochain village. Et donc, c'est vrai que c'était pas le plan envisagé au départ, mais on y arrive et donc l'Ukraine sera financée. Je pense vraiment que c'était un test important. Et puis 2026, c'est le moment où normalement devrait se matérialiser stimulus allemand. Pour l'instant, on n'en a pas vu le début. Il y a une certaine impatience qui se manifeste dans les enquêtes de confiance, par exemple, auprès des entrepreneurs allemands, mais on devrait commencer à le voir peut-être au second semestre 2026. Et ça, ce serait vraiment un signal important aussi. Merci beaucoup Gilles, merci d'avoir été avec nous. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, donc pour cette séquence de l'écho du monde comme tous les jours sur BFM Business.